va passer maintenant à l'intervention suivante, présentation suivante sur les performances économiques des exploitations laitières, avec notamment valorisant une analyse des trajectoires des performances économiques de 215 ou 230 exploitations laitières du dispositif Inosis Réseau d'élevage. Il y aura aussi une présentation des revenus au niveau européen. Donc cette présentation est assurée par une triplette, hein, Sophie Tirard de la Chambre d'agriculture de Bretagne, Franck Lavédrine et puis Yannick Péchuzal de l'Institut de l'élevage. Donc allez-y. Oui. Oula, je vais baisser un peu. Pour cette présentation sur les performances technico-économiques des exploitations laitières françaises, on s'est appuyé sur les données du réseau Inosis Bovin-Lait, qui est un dispositif commun Chambre d'agriculture IDEL. Donc, le réseau regroupe 400 fermes laitières qui sont suivies dans tous les bassins laitiers français et qui représentent les différents types de systèmes de production en plaine, en montagne, conventionnels et bio, des laits spécialisés, mais aussi des exploitations mixtes avec du lait, de la viande ou du lait et des cultures. Mais de par les modalités de recrutement en fait, de ces fermes du réseau, leurs résultats sont supérieurs à la moyenne nationale, mais les trajectoires restent représentatives. Vous pouvez le voir sur le schéma qui vous montre le résultat courant par UMO exploitant depuis 2014. Dans la présentation, il y a une première partie qui va être sur les trajectoires des exploitations laitières sur 9 ans, de 2014 à 2022. Et dans une deuxième partie, on parlera du revenu 2023 et des estimations de revenus et de coûts de production en 2024. Donc sur la période 2014-2022, on a fait une analyse de données de la base du réseau Inosis. Elle a été faite à échantillon constant, donc elle a porté sur 215 fermes. C'est une période qui a été particulièrement perturbée pour les exploitations laitières. Donc on a la fin des quotas en 2014, on a une fluctuation importante du prix du lait sur ces 9 ans. On a également une fluctuation au niveau de tous les coûts des matières premières, également pendant cette période. Et les exploitations ont aussi subi des aléas climatiques et sanitaires qui ont pu mettre à mal tout ce qui était trésorerie et autonomie des exploitations. Donc, dans notre analyse, pour essayer de lisser un petit peu, on a fait le choix de lisser cette conjoncture, de moyenner les années 2014-2015 et 2021-2022. Donc, on a regardé la trajectoire des exploitations, les stratégies qui ont été mises en place par les éleveurs pour s'adapter, bien sûr, à tous ces aléas et améliorer leur rentabilité. Donc, on a observé les impacts sur les résultats économiques, mais également sur les systèmes fourragers, sur tout ce qui est structure et travail. Et un focus a également été fait sur les robots de traite. Ces différentes analyses, vous le voyez, ont été synthétisées dans 4 thémas. Vous retrouverez en fin de présentation des QR codes pour pouvoir aller les télécharger. Donc, concernant la période 2014-2022, donc 9 années, le revenu, vous voyez sur le graphique qui représente le résultat courant en euros par UMO exploitant, que le revenu des exploitations laitières s'est nettement amélioré. Il a presque doublé en fait en 9 ans, mais c'est une progression qui n'a pas été forcément linéaire et qui a été marquée par quand même l'impact du prix du lait, les gains de productivité qui ont été faits, toute la conjoncture grande culture, mais également les aléas climatiques. L'amélioration en fin de période, elle est due en grande partie à toute la conjoncture du prix du lait, du prix de la viande, mais aussi du prix des cultures, malgré une flambée des coûts de production sur l'année 2022. Cependant, quand on regarde le graphe, vous voyez que les évolutions ne sont pas homogènes entre début et fin de période selon les systèmes de production, entre plaine et montagne, mais également entre les bio et les conventionnels. On a un écart qui s'agrandit entre 2014 et 2022 entre les systèmes. C'est l'écart, donc on le voyait entre les systèmes, mais on l'observe aussi au sein de chaque système de production. Sur le graphique, vous avez les résultats courants en euros par UMO exploitant, donc la moyenne, et puis vous avez aussi la limite du quart inférieur et du quart supérieur. Entre 2014 et 2022, donc là c'est l'exemple des systèmes lait et culture de vente. L'écart en fait entre les extrêmes s'est accentué. Il est passé presque de 30 000 à 60 000, on va dire, dans ce système de production. Et les éléments explicatifs, c'est tout ce qui est productivité des facteurs de production, mais également le prix du lait qui peut différer selon les collecteurs, la maîtrise technique aussi qui peut être différente,
tout ce qui est sensibilité aux aléas climatiques et sanitaires, qui selon les régions de France, ce n'est pas la même chose, les niveaux d'investissement, le cycle de vie aussi des exploitations du réseau et les différentes stratégies de production qui ont été mises en place. Alors pour regarder un petit peu plus dans le détail le revenu, donc là on a choisi de vous présenter, donc faire un focus sur les systèmes laitiers spécialisés de lait conventionnel de plaine. Dans le document Inosis sur les résultats ECO, dans le focus, vous trouverez les résultats, ce détail pour les autres systèmes de production. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'entre 2014-2015 et 2021-2022, on a une augmentation du prix du lait de 75 € les millilitres pour ce système de production. Et on a également au niveau structurel, on voit 85 400 litres de plus par exploitation. Si on ramène par UMO exploitant, on a un gain de productivité de 78 000 litres de lait par UMO exploitant qui s'est fait avec 12 vaches supplémentaires et également 7 hectares de SAU qui est essentiellement de la SFP en plus. Donc tout ça, ça a conduit à une hausse moyenne du résultat courant de 25 000 € par UMO. Et ces revenus en hausse, c'est vraiment le résultat d'un tandem prix du lait et volume. Vous le voyez sur le graphe qui vous met l'évolution des résultats économiques entre 2014-2015 et 2021-2022. Vous voyez que le produit lait a augmenté de 77 000 € par UMO. C'est essentiellement, au niveau du produit, c'est essentiellement le lait en fait, qui a augmenté. Et ça a contribué, ça a compenser l'augmentation importante des charges opérationnelles et surtout tout ce qui est charges alimentaires et puis tout ce qui concerne les intrants des fourrages et aussi les charges de structure, notamment la mécanisation, le poste de mécanisation qui a beaucoup augmenté, main-d'œuvre et puis bâtiment. Mais cette augmentation des résultats, cette augmentation de la productivité, elle a entraîné des mises en tension importantes au niveau du travail, au niveau du capital aussi engagé dans les exploitations, au niveau aussi des systèmes fourragers et également concernant les investissements avec beaucoup d'installations de robots. Et je vais donc laisser la parole à Franck pour vous présenter ces mises en tension. Bien, bonjour à tous. Donc, quelques focus pour illustrer ces fameuses mises en tension que Sophie vient de citer. Le premier point autour de l'aspect travail, main-d'œuvre. Le point très positif, vous le savez, la filière laitière est une filière qui crée de l'emploi, qui embauche des salariés. Sur cette période analysée, c'est pratiquement 60% de la base de données Inosis étudiée ici qui a augmenté la main-d'œuvre salariée, et c'est 30% qui ont augmenté de manière significative, avec un mi-temps salarié créé sur cette période par exploitation. Deuxième point, il faut relativiser cette augmentation de la main-d'œuvre salariée, puisque ce n'est pas une augmentation nette de la main-d'œuvre sur les exploitations, puisqu'on assiste à un transfert de la main-d'œuvre avec un peu moins de main-d'œuvre des chefs d'exploitation associés, qui bascule donc et est compensé par cette augmentation de salariés. C'est l'exemple classique des exploitations qui ont souvent du mal à recruter un nouvel associé pour remplacer un départ à la retraite, et parfois on se tourne vers de la main-d'œuvre salariée pour compenser ce départ de main-d'œuvre. Le troisième point abordé sur cette diapo, c'est la pression sur le travail liée à l'évolution des structures laitières. Comme vous l'a dit Sophie, elles évoluent en termes de volume de lait, donc d'outils de production. Et donc on se pose la question du temps de travail qui est derrière, sujet toujours délicat à aborder. On n'a pas fait des bilans de travail sur les exploitations, mais il y a une évaluation qui a été faite avec le barème de temps de travail utilisé dans la calcul de temps de travail des champs d'agriculture. Et donc on a fait une étude sur un groupe d'exploitations spécialisées lait pour que la diversification ne vienne pas influencer les résultats, et non robotisées, puisqu'on sait que ça joue sur l'aspect travail. C'est donc un petit échantillon de 40 exploitations de plaine qui a été retenu. Ces exploitations reflètent les tendances que Sophie vous a dites, avec une augmentation du cheptel, une augmentation du litrage, 78 000 litres de lait, sur 10 hectares supplémentaires. Et donc ces exploitations ont embauché 0,3 ETP salariés sur cette période. Quand on fait cette évaluation des temps de travaux avec le barème unitaire, tant d'heures par vache, tant d'heures par hectare, eh ben, on peut estimer, évaluer que le temps de travail nécessaire à l'acte de production augmenterait de 567 à 700 heures par an pour cette exploitation moyenne.
Quand on déduit les 0,3 ETP salariés, ils vont venir réaliser une grande partie de ce temps de travail théorique supplémentaire, mais pas tout, ce qui fait qu'il reste 100 à 200 heures pour les associés, les chefs d'exploitation en place, ce qui fait que l'estimation passerait d'un temps de travail hebdomadaire déjà de 45 heures en 2014 à près de 50 heures en 2022. Donc on voit une pression sur l'aspect travail, d'autant plus que dans cette estimation du temps ne sont inclus que les temps dits liés à l'acte de production, et donc il n'y a pas tous les temps plus accidentels ou autour de l'entretien des bâtiments, du matériel, la gestion, la formation. Deuxième focus sur l'aspect capital. Vous imaginez bien qu'avec une augmentation des volumes de production et des outils de production, le capital immobilisé augmente, 20% d'augmentation de capital, 88 000 € par chef d'exploitation. L'aspect positif des choses, c'est qu'on a une augmentation du capital qui est cohérente, proportionnée au volume de lait. Vous voyez, on a un capital qui représente 1,25 € contre 1,28 € au litre de lait en 2014. Et c'est un capital qui est efficace, si je puis dire, puisque par euro de BE dégagé, en 2022, il a fallu 5 € de capital, alors qu'il en fallait plus de 6 € en 2014. Bien entendu, la conjoncture prix du lait explique en grande partie cette efficience du capital. Par contre, si on fait le lien avec la diapo précédente, je vous avais rapidement présenté deux échantillons, les exploitations donc, qui ne bougent pas entre en main-d'œuvre et puis ceux qui embauchent des salariés, et avec donc un transfert de la main-d'œuvre associée vers salariés. Sur le graphique présenté en bas de la diapo, on voit qu'on a une évolution du capital qui est complètement comparable entre ces deux catégories d'exploitation. Le salariat n'accélère pas, n'augmente pas le besoin de capital. Vous voyez, ramené à la vache présente, on était dans les deux classes d'exploitation à 9 500 € de capital, c'est les points orange, et on est passé à 10 200 € dans les deux échantillons en 2022. Donc même besoin de capital ramené à l'outil de production. Par contre, évidemment, vous l'aurez compris, avec la baisse du nombre de chefs d'exploitation, on a une concentration du capital sur moins de monde, ce qui fait que le capital dans ces exploitations qui ont choisi la voie salariée pour compenser une baisse des associés, des chefs d'exploitation, on a un capital par associé qui passe de 380 000 à près de 600 000 € en 2022. Et avec toutes les problématiques qu'on peut imaginer, problématiques de transmission du capital, d'attractivité pour un éventuel repreneur, et puis de reprise du capital par les associés existants si jamais ils choisissent encore la voie du salariat. Troisième focus, l'évolution des systèmes fourragers. Donc il y a un des thémas que vous a présenté rapidement Sophie qui aborde ce sujet avec différentes trajectoires analysées, et notamment les trajectoires vers plus d'herbe ou vers une intensification du système fourrager avec plus de maïs. Sur cette diapo, donc on vous montre, on n'oublie pas quand même la majorité des structures qui bougent peu, 110 exploitations qui ont un système fourrager qui bouge peu sur la période analysée, c'est la classe du milieu. Sur la gauche, 36 exploitations qui ont fait le choix d'aller vers plus d'herbe. Et puis donc sur la droite, 25 exploitations qui ont choisi d'intensifier leur système fourrager via plus d'ensilage maïs dans la surface fourragère. Et on voit que ce choix d'intensification, qui est un choix, mais peut-être aussi des fois une contrainte, puisqu'on voit que c'est des exploitations sur la ligne du milieu qui n'a que très peu bougé en termes de surface totale. Ces exploitations, grâce à plus de maïs, 10% de maïs en plus, ont augmenté leur cheptel de manière beaucoup plus conséquente que les autres exploitations, 23 vaches en plus, et augmenté leur productivité laitière. On est sur 9 ans, donc c'est quand même une augmentation très très modeste, 140 litres de lait en plus par vache. Il n'empêche que tout ça mis bout à bout, c'est des exploitations qui ont augmenté de manière très importante leur productivité, 55 000 litres de lait en plus par unité de main-d'œuvre rémunérée, soit une productivité de la main-d'œuvre de 445 000 litres de lait, nettement supérieure aux autres exploitations. Ce choix économiquement s'avère payant bien sûr, puisqu'avec la conjoncture prix du lait de 2022, on voit que c'est des exploitations qui, grâce à ce volume de lait supplémentaire, ont augmenté de manière très significative le revenu disponible. On est quasiment à 46 000 € supplémentaires par chef d'exploitation, quand les autres exploitations bénéficient de la conjoncture, mais plus modestement. Il faut relativiser, bien entendu, il n'y a pas que l'économique dans la vie, c'est des systèmes qu'on peut imaginer peut-être un petit peu plus fragiles, un petit peu plus sur la tangente, avec quelques indicateurs qui vous sont proposés sur ce tableau. Vous voyez que ces systèmes qui ont fait le choix du plus de maïs sont des systèmes qui ont l'objectif de produire plus de lait à l'hectare, avec sans doute une marge de manœuvre moins importante, et comme ce sont des chiffres
qui englobe, c'est une moyenne 21-22, lycée sur 2 ans, mais une campagne fourragère très difficile en 22, vous en souvenez. Ce sont des systèmes qui sont nettement moins autonomes au niveau alimentaire, qui ont 75%, 25% de l'alimentation à l'extérieur. Il y a une perte de 5% sur ce critère. Le choix du maïs, bien entendu, se fait au détriment de l'autonomie protéique. Et puis, c'est des systèmes qui sont plus dépendants de l'extérieur, avec une consommation accrue de carburant et une utilisation plus importante d'engrais minéraux. Dernier focus, les équipements, avec, comme vous l'a dit Sophie, un zoom sur les robots de traite. Vous savez que la filière laitière connaît une robotisation importante sur la traite et la base de données Inosis reflète bien ça, avec une augmentation doublée, enfin 2 fois plus d'exploitations entre 2014 et 2022. On est passé de 10% de l'échantillon à 20% des exploitations robotisées. Ce système, cet équipement est plus qu'un équipement, il impacte le système de production. Et comme vous le voyez sur le tableau d'en dessous, on va voir un petit peu l'effet de ces robots sur les volumes de lait et comment ces volumes de lait se sont faits. Quand sur la droite, on vous a représenté les systèmes, les exploitations laitières qui sont restées en système de traite conventionnel, ce sont des exploitations qui ont également augmenté leur litrage en moyenne. Vous voyez, à l'exploitation, c'est le deuxième chiffre, ces exploitations qui, sur la période analysée, augmentent de 130 000 litres de lait, le volume de lait livré. Ça représente une petite augmentation de la productivité de la main-d'œuvre, seulement 10 000 litres de lait en plus, parce que c'est des exploitations qui ont fait ce volume de lait grâce à plus de vaches. On augmente de 16 vaches supplémentaires. Et pour gérer cette augmentation du troupeau, c'est des exploitations qui ont embauché avec une augmentation de la main-d'œuvre. Vous voyez, on a augmenté de 0,3 ETP et c'est 0,3 ETP salariés. L'autre voie d'augmentation, c'est les systèmes robots. Les exploitations représentées ici sont ceux qui n'avaient pas de robots en 2014 et qui en ont mis un entre 2014 et 2022. Et vous voyez l'impact des robots qui est connu. C'est une augmentation de la productivité laitière à l'animal. Vous ne la voyez pas du tout, puisqu'elle est complètement masquée sur la diapo, vous allez me croire. C'est des exploitations qui ont augmenté de 500 litres de lait par vache, quand les autres n'ont pas du tout bougé. Ils sont restés à 7008. On avait la même productivité initiale en 2014 entre ces deux échantillons d'exploitation. L'un n'a pas bougé en traite conventionnelle, l'autre a augmenté de 500 litres. Ces exploitations robots ont également augmenté leur, là vous avez la chance de voir le chiffre, ont augmenté également leur effectif de vaches. Les deux étant multiplicateurs, on a une belle augmentation du volume de lait de 150 000 litres de lait en plus, donc un peu supérieur. Mais ce qui est à noter, c'est que ces systèmes d'exploitation robotisés ont augmenté donc de manière un peu plus conséquente le volume de lait, mais on l'ont fait à ISO main-d'œuvre. On a exactement la même taille de main-d'œuvre, le même nombre de travailleurs sur ces exploitations-là. Derrière cette robotisation des exploitations, il y a toujours une crainte, puisque, comme je vous le disais, on estime que ces équipements sont plus des équipements, ils conditionnent le système, ils peuvent les transformer en allant vers des systèmes basés sur plus de distribution de conserves, qui font appel à plus d'aliments et qui sont basés sur nettement moins de pâturage. Donc, un dérapage sur les charges et notamment les coûts de fonctionnement également. Et bien on voit que la bonne surprise de cette analyse sur la base Inosis, et il faut bien retenir que c'est une analyse sur la base Inosis, des exploitations cohérentes, performantes techniquement et économiquement, c'est des éleveurs qui ont mis les robots en gérant bien la transition, avec un dérapage sur le poste concentré, une augmentation de ce poste, c'est le premier chiffre du coût de production présenté sur l'histogramme, mais qui est relativement mesuré. Et ce qui est à noter également, si même le poste bâtiment-installation augmente lié à cet investissement, toutes les autres postes de charge de structure sont dilués par l'augmentation importante de la productivité. Ce qui fait qu'au final, cet échantillon d'exploitation qui a mis des robots de traite arrive vraiment à tirer parti du positif des robots de traite sans en avoir les inconvénients et avec donc une efficacité économique assez marquante. Il ne faut pas avoir la mémoire trop courte. Sur la diapo que vous avez la chance de voir à peu près, vous voyez que ces dernières années, avec la conjoncture du prix du lait, les systèmes robots ont connu une envolée de la rémunération supérieure aux autres exploitations. Par contre, dans les années 2015-2016, on a fait exprès de vous tronquer cette mauvaise période, et bien les systèmes robots ont connu une période beaucoup plus délicate économiquement, avec des résultats proches du nul en termes de rémunération possible pour les systèmes qui avaient choisi le robot de traite. Après ce petit galop, je passe la parole à Yannick pour la dernière partie.
Merci, bonjour. Mes camarades donc, vous ont retracé d'un point de vue économique la période 2014-2022, donc à travers les fermes Inosis. Moi, je vais prolonger un petit peu jusqu'à 2024 pour vous dire ce qui s'est passé en 2023 en termes de revenus et ce qu'on estime qu'il a pu se passer en 2024 aussi en termes de revenus et de coûts de production. Donc 2024, c'est des estimations. Pour réaliser ces estimations, on va piocher beaucoup d'indices, alors que ce soit des observatoires nationaux, l'IPAMPA, le prix du lait, ainsi de suite, et puis nos collègues en région, donc des réseaux Inosis, qu'on sollicite beaucoup pour avoir donc tout ce qui est fonctionnement au niveau des exploitations, notamment en termes de volume de charge et non plus de prix. Donc les résultats que vous allez pouvoir consulter aussi dans notre annuel Beauvais-lait, je pense, qui est en route. Donc voilà les estimations de revenus 2024. On s'était arrêté en 2022 à des revenus très très hauts, notamment avec une conjoncture favorable sur le prix des grandes cultures. Bon, on voit qu'effectivement, 2023, ça a été une inversion de tendance. Et puis 2024, on est au mieux sur de la stabilité de revenus. Mais effectivement, un impact grande culture très très important au niveau des revenus. Bien évidemment, il y a l'impact aussi des livraisons, ça a été dit. Dans certaines zones, on a prévu des baisses de livraison au niveau des exploitations, notamment à cause de la FCO. Donc, impact des livraisons et du prix du lait sur les systèmes spécialisés. À noter, et c'est très important, c'est que quand on descend à l'échelle de l'atelier laitier, donc au niveau des coûts de production et de la rémunération permise dans l'atelier laitier, entre 2021 et 2024, on a une quasi-stabilité de ces rémunérations. Ça veut dire qu'on a une certaine résilience des ateliers laitiers, performance à rémunérer le travail des éleveurs. Sophie a présenté ce type de graphique tout à l'heure. Donc le constat, c'est quand même qu'on voit, on a quasiment en pleine des revenus qui sont supérieurs à 30 000 euros par UMO exploitant, voire 35 000 aussi dans les montagnes de l'Est. Il y a quand même deux systèmes, même si ça s'améliorait, deux zones, même si ça s'améliorait, c'est la montagne qui souffre bien évidemment de coûts de production bien supérieurs à la plaine, et puis souvent de prix de lait non démarqués, qui sont au même prix que la plaine, donc avec des coûts de production bien supérieurs, ça ne peut pas donner les mêmes revenus. Je ne reviens pas, mais écart considérable qui se creuse entre exploitations. Vous voyez, vous avez 25% des résultats au-delà du petit triangle bleu et puis 25% en dessous du triangle vert. On voit qu'on a une tendance, effectivement, au creusement de ces écarts. Concernant les coûts de production, on estime, donc c'est des estimations qu'on fait notamment pour l'OFPM, pour France Agrimaire, on estime qu'entre 2023 et 2024, on devrait assister à une stabilisation des coûts de production, notamment en plaine. Il y a un IPAMPA qui rebaisse un petit peu, même si on a de l'autre côté des hausses de fermage, de SMIC, de livret A. Mais on a des postes impactants à l'IPAMPA, notamment les engrais et l'aliment, qui font que les coûts de production devraient se stabiliser. Pour le conventionnel, le bio, on devrait assister encore à une augmentation. Quand on parle de baisse des engrais, baisse des aliments, le bio, ce n'est pas les postes auxquels ils sont le plus sensibles. Donc on devrait avoir plutôt une hausse encore de coûts de production en bio. On a une quasi-stabilité des produits joints, donc ça veut dire que les prix de revient, ils devraient rester aussi stables entre 2023 et 2024. Ça, c'est pour la France. Et puis André nous avait demandé d'aller voir un petit peu en termes de microéconomie ce qui se passait dans quelques pays européens. Donc on vous livre quelques chiffres. Vous avez sur ce graphique l'évolution du volume de lait livré par unité de main-d'œuvre exploitant, par chef d'exploitation. Alors sur quasiment une vingtaine d'années. Alors vous voyez l'explosion de la productivité par UMO exploitant au Danemark, qui a fait quasiment x3. Alors du coup le Danemark il écrase quand même les autres courbes. En 20 ans, la France, l'Allemagne c'est x2. x2 en volume de lait livré par UMO. Il me manquait quelque chose. Je suis passé trop vite. Sur les évolutions de prix du lait, on l'a vu tout à l'heure, Sophie a dit plus 75 € en pleine sur nos systèmes Inosis conventionnels. On voit si on prend la même période ici,
2014, avec la crise que tout le monde a subie dans tous les pays européens de 2015 et 2016, on voit effectivement que le prix du lait, alors plutôt avec des augmentations assez linéaires au niveau français, et puis peut-être des augmentations un peu plus saccadées pour d'autres pays, mais on a quand même un prix du lait qui s'est nettement apprécié, même si effectivement le constat, c'est qu'on voit quand même on a un gros décalage de prix entre trois pays, plutôt du nord de l'Europe, donc la Hollande, le Danemark à nouveau et l'Irlande, et puis qu'on est quand même un petit peu à la traîne en termes de prix, même si effectivement il s'est bien apprécié, on est en retard sur ces pays-là. Que s'est-il passé au niveau des revenus? Hausse du prix du lait généralisé en Europe, des volumes aussi en nette hausse, même si on voit que le Danemark produit du lait, mais produit du lait avec des salariés, avec beaucoup de salariat. Et puis donc on voit un revenu effectivement multiplié par 5, je pense, au Danemark. On voit que dans tous les pays européens, effectivement, les revenus se sont bien améliorés ces dernières années. Pour conclure, donc que ce soit la période 2014-2022 et puis prolongée jusqu'à 2024, on a quand même une tendance globale à l'augmentation des revenus laitiers. Alors, en moyenne, on n'a pas fait de focus sur le bio parce on n'avait pas beaucoup de temps, mais effectivement, et Franck l'a souligné, ce n'est pas les mêmes augmentations de revenus, même si elles sont généralisées entre le bio et le conventionnel de plaine. Donc une tendance globale à l'augmentation des revenus. Une amélioration qui est très liée au prix du lait, notamment sur la fin de période, et puis à des gains de productivité. Alors, malgré le fait que les coûts de production ont été en très nette hausse aussi, le prix du lait et la productivité ont permis d'aller au-delà de cette hausse de coûts de production. Des mises en tension, donc des facteurs de production aussi. On ne vous présente pas l'observatoire de la CNE sur les trésoreries et l'endettement, mais on constate aussi une amélioration de l'état des trésoreries ces dernières années. Alors, toujours pas de marge de sécurité, mais quand même une augmentation sensible de l'état des trésoreries. Plus que jamais, des stratégies d'élevage qui se différencient. Alors, on en propose 4, une stratégie volume, stratégie productivité. Alors, volume, on sera plutôt sur du lait par UMO, productivité du lait par vache. Et puis... alors pas en opposé, mais quasiment, plutôt des stratégies autonomes et différenciation, avec des éléments qui déterminent et qui sont moteurs dans le choix de ces stratégies. Le prix du lait, le contrat volume, la possibilité de livrer plus de lait, et puis bien sûr les caractéristiques de l'exploitation. Est-ce que je peux embaucher de la main-d'œuvre salariée, comme l'a dit Franck? Est-ce que je peux m'agrandir? Voilà. Le constat qu'on fait aussi, c'est que ces stratégies, on les retrouve aujourd'hui dans le conseil ou l'agrofourniture, pour interroger donc des gens qui travaillent dans le conseil. On va avoir des indicateurs qui ne sont pas les mêmes selon qu'on parle de stratégie autonome. On va parler d'efficience, de système économe, et puis on va avoir plutôt des indicateurs à l'exploitation, de l'approche globale, du revenu par unité de main-d'œuvre, de la valeur ajoutée. Et puis, on voit aussi, et ça en reparle beaucoup, je trouve, ces derniers temps, d'indicateurs, à nouveau, on revient au lait par vache, plutôt sur des stratégies donc productives, des stratégies de volume, et on retrouve aujourd'hui beaucoup de choses qui s'expriment en marge par vache laitière. J'ai entendu l'autre jour une conseillère de la Chambre d'agriculture à la Lozère qui me parlait de 12 € par vache par jour. Voilà, donc des stratégies très, très productives, des indicateurs qui s'adaptent à ces stratégies. Le lait par vache, le lait par UMO, par unité de main-d'œuvre non salariée. Et puis peut-être des stratégies aussi en termes de productivité qui, vu les prix de l'aliment à l'heure actuelle, qui sont plutôt favorables, et puis peut-être des systèmes d'exploitation qui sont saturés en nombre de vaches, en équipement et puis en main-d'œuvre. Peut-être aussi à nouveau le levier lait par vache qui serait activé par les producteurs dans un contexte, je le dis, de concentré, notamment de charges concentrées plutôt favorables. Et puis, on vous le livre comme ça, mais des interrogations dans l'approche européenne du revenu. Qu'est-ce qui justifie de tels écarts sur le prix du lait? 100 € d'écart sur le prix du lait standard entre le Danemark et la France. Quelle différence sur l'emploi salarié? On voit que le Danemark, les gains de productivité se sont faits sur du salarié. Quel coût? Quelle part de la main-d'œuvre rémunérée? Alors, elle est énorme
elle est énorme au Danemark. Quelles sont les capacités à recruter? On sait qu'on a des bassins laitiers où il y a de la concurrence et puis il est difficile de recruter des salariés d'exploitation. Quel portage des capitaux? Franck l'a dit, aujourd'hui c'est 500 000 euros par UMO en pleine de capital hors foncier. Alors on prend à nouveau l'exemple du Danemark, mais que je ne connais pas suffisamment, où effectivement on sait que je pense que le portage des capitaux est fait plutôt par les établissements bancaires. Quelle stratégie d'équipement? Franck l'a dit avec le robot. Et puis peut-être et surtout, quelle fiscalité? On vous a présenté des résultats courants avant impôts et cotisations sociales surtout. Donc quelle est la fiscalité? Quels sont les niveaux de cotisations sociales à déduire de ces résultats courants avant impôts? Voilà, merci pour votre attention. Les focus et puis les 4 focus donc alignés qui sont en ligne aujourd'hui, notamment pour la période 2014-2022. Et puis un grand merci aussi à nos réseaux Inosis en région qui permettent effectivement de recueillir des données et puis de faire des estimations de revenus, des estimations de coûts de production. Et merci aussi aux éleveurs qui donnent leurs chiffres à longueur d'année. Merci à vous trois pour cette présentation qui est quand même très très riche. Une des premières questions, Yannick, que je poserais, c'est, oui, on parle du prix du lait, 100 € de différence. Est-ce que le revenu disponible aujourd'hui est vraiment à cette différence au final par UTH? C'est quand même une importance pour moi capitale. Il faut regarder ce qui reste à l'éleveur à la fin. Quand on fait la comparaison au niveau européen? Oui. Alors, je pense 270 000 € de résultats courants avant impôt par exploitant au Danemark. Je ne connais pas la fiscalité. Il y a des gens qui peut-être connaissent beaucoup mieux le Danemark que moi. Je ne connais pas la fiscalité et puis le taux de prélèvement. Mais je pense qu'il y a encore un écart assez conséquent avec la France. C'est quand même important à le souligner. Sophie avait une question sur les écarts qui se creusaient entre les quartiles supérieurs et quartiles inférieurs. Quelle explication on peut donner à ça? Je baisse moi. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une maîtrise technique qui peut être différente, et puis peut-être aussi il y a des différences selon les régions de prix du lait ou la sensibilité aux aléas climatiques aussi. Enfin, je sais que nous en Bretagne, on est quand même moins sensible que la région Rhône-Alpes ou autre, donc moins d'achats de fourrage. On est moins touché par ça. Donc c'est aussi vu qu'on a quand même des années qui ont été particulièrement impactées par tout ce qui était changement climatique, donc ça a joué quand même sur les revenus, quoi. C'est important quand même si c'est dû quand même à un changement climatique, à un changement sanitaire ou de la compétitivité des éleveurs ou de la compétence des éleveurs. Il y a aussi la compétence des éleveurs, oui, c'est sûr, ouais, aussi. Mais pas... on est quand même dans le réseau, on les a des gens qui étaient bien... qui ont été sélectionnés aussi pour leurs bons résultats et pour la cohérence de leur système. Des fois, il y a aussi des pépins sanitaires ou autres qui peuvent dégrader les résultats ou des structures qui font que c'est moins favorable même au sein d'une même région, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors il y a des questions qui nous viennent des régions, dont une qui a été posée très en amont, et elle s'adresse plutôt à vous, je pense, Monsieur Jandel. Dans le calcul du prix de revient du lait, la méthode s'appuie sur un revenu prévu par éleveur de 2 SMIC annuels. Et au vu des contraintes que vivent les éleveurs et en termes d'attractivité, est-ce que 2,5 SMIC ne serait pas plus légitime, on va dire? 2,5 SMIC. Aujourd'hui, pour répondre à cette question, je l'entends, la FNPL et mes prédécesseurs ont souligné quand Egalim a été créé, pourquoi 2 SMIC? Pourquoi 2 SMIC? En moyenne, un éleveur, et c'était souligné tout à l'heure, puisqu'on est à entre 47 et 49 heures, et on a quand même enlevé beaucoup de tout ce qui est administration n'est pas faite, ça prend souvent beaucoup de temps, on a souligné qu'il fallait atteindre 2 SMIC. On a fait cette loi pour passer 2 SMIC. Je le ressouligne, ces 2 SMIC, c'est, j'ai envie de dire, à minima. On n'y est pas encore. On n'y est pas, parce que si je ne me trompe pas, et je vais me tourner vers vous, on est à 1,6 SMIC, en moyenne, la ferme France. Mais si certains estiment, et en discussion avec leurs transformateurs, qu'il faut monter à 2,5 SMIC, pourquoi pas? La FNPL a essayé de mettre un cadre, on va dire,
plancher sur ce dossier-là pour qu'il y ait une juste rémunération, qui est les fondamentaux de la loi Egalim, une juste rémunération des éleveurs. Là-dessus, je ne peux que susciter aujourd'hui, si on peut monter à 2,5 ou 3 SMIC, c'est pas moi qui vais dire le contraire, et c'est une utilité si on veut conserver, vu ce qu'on a vu les deux dossiers de ce matin, si on veut conserver des éleveurs laitiers. Alors, une autre question de méthode peut-être pour Franck. Sur la notion de capital par EBE, Franck, est-ce qu'il est possible de préciser ce qui est retenu dans la notion de capital hors foncier? Ce sont les capitaux propres au bilan. Hein, Yannick, je dis pas de bêtises. Réponse rapide. Total. Et enfin, un constat, une remarque, et avec une question qui nous vient de je ne sais où d'ailleurs. De 2014 à 2022, les élevages qui ont gagné en productivité du travail, finalement, perdent sur beaucoup de critères. Baisse du pâturage, baisse de l'autonomie protéique, sensibilité aux intrants et utilisation du foule, charge du bâtiment, impact environnemental dégradé. Est-ce que c'est vraiment la solution de résilience pour les éleveurs français? Oui, alors là, c'est une généralité sur un des focus. Je pense que c'était le focus système fourrager. C'est pour la voie plus de maïs, où il y a ces indicateurs qui montrent plus d'engrais, plus de carburant hectare, et puis moins d'autonomie alimentaire. On ne dit pas que c'est la moyenne Inosis, hein, puisque l'essentiel des exploitations ne bouge pas. C'est la centaine d'exploitations de la classe du milieu, pour ceux qui se rappellent de la diapo. Donc après, oui, c'est les questions qu'on peut se poser sur le système maïs. J'ai pas mis le message, qu'en plus la diapo coupée, c'était très bien, où on posait la question de l'impact environnemental avec un point d'interrogation. Donc on peut se poser la question. Après l'impact environnemental, il y a des spécialistes dans la salle. Il est différent si on le calcule à l'exploitation ou si on le calcule au litre de lait produit. Et là, tout est le débat de ce qu'on veut dire. Bonjour, Xavier Briot, Sonnelet. J'avais une question par rapport à la méthodologie sur les données qui sont recensées à l'échelle des exploitations. On parlait un peu des stratégies d'entreprise et notamment sur la commercialisation avec l'aspect volume. Je voulais savoir si vous alliez voir et si vous aviez des données sur la façon dont le prix du lait est construit chez les producteurs pour voir à quel point les évolutions de coûts de production, notamment post-Egalim, sont garanties ou pas dans des contrats ou en tout cas dans la stratégie commerciale qui est mise en place. Alors, sur les contrats, on n'a pas de lisibilité sur les contrats, sur comment ils sont basés. Alors aujourd'hui, il y a une base nationale publique, c'est les indicateurs du CNIEL, donc ils peuvent servir de référence. On sait qu'effectivement, ces indicateurs, pour avoir quand même quelques contacts avec des laiteries ou des OP, sont de plus en plus intégrés dans des formules de prix. Mais après, comment c'est construit, je ne pourrais pas vous en dire plus. Bonjour, Mathieu Merle, Chambre d'agriculture de Bretagne et réseau FarmXP. J'avais une question, peut-être plus une remarque. On n'a toujours pas l'équation qui amène à la charge mentale et à l'évolution de la charge mentale. Ça ne sera jamais possible, mais ça serait intéressant dans Inosis d'avoir une approche socio, voire presque psycho, parce que quand on voit que le ou la même éleveur-éleveuse a plus de vaches, plus de surface, a un nouveau métier pour certains, ou certaines, c'est de gérer des hommes et des femmes, des salariés, a plus de capital sur les épaules et doit gérer pour certains des nouveaux équipements type robot de traite. Finalement, là, on peut supposer que la charge mentale évolue fortement, ou pas, je ne sais pas. On ne peut pas forcément la mesurer, j'en sais rien, je ne suis pas psychologue. Mais ça serait intéressant au sein d'Inosis de réussir à approcher ça sans jamais réussir à la calculer. Voilà. Est-ce que vous avez évoqué, échangé sur ce sujet? Alors oui, on l'a évoqué, puisque quand je vous ai dit tout à l'heure que l'annuel bovin-lait était téléchargeable, pour avoir relu cet annuel il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 3 ou 4 régions dans nos systèmes de production là, qui sont décrits, qui mentionnent cette charge mentale. Alors elle n'est pas mesurée, effectivement,
mais elle est effectivement, décryptée. Enfin, elle est présente. Elle est présente, et c'est nos collègues en région donc, qui la constatent de plus en plus chez les éleveurs. Paradoxalement, malgré une conjoncture relativement favorable, effectivement, pour les raisons que vous avez dit, on rajoutera cette année le climat. Je peux faucher, je ne peux pas faucher, je laboure. Enfin, un climat qui a changé tous les jours quasiment, effectivement, et qui est venu rajouter à tout ce que vous avez dit le poids des charges, du travail, du capital, de l'astreinte, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas mesuré, mais c'est effectivement bien présent. Un tout petit complément de réponse. Oui, Charlotte Decaisse, donc département approche sociale et transfert. On est en train, dans le dispositif Inosis, de réfléchir à ajouter de manière régulière quelques indicateurs de ce qu'on appelle la durabilité sociale, c'est-à-dire la perception notamment de la qualité de vie au travail et de la charge mentale. Et puis, on va lancer, grâce à l'appui de la CNE, une évaluation du travail dans les élevages Inosis, avec la réalisation de bilans travail qui non seulement mesurent la quantité de travail, mais maintenant, dans la nouvelle approche, mesurent aussi la qualité du travail. Donc, ce qui répondra en partie à la très pertinente question posée par Mathieu. Christophe. Bonjour à tous, Christophe Pillot, je suis agriculteur en Loire-Atlantique et je suis de la coopération laitière. Vous avez présenté tout à l'heure 2 courbes qui se croisent sur la rentabilité des systèmes en différence de systèmes de traite. C'est que le robot de traite fut un temps de gagner moins, maintenant il remonte. Je voudrais voir comment vous expliquez ça. Est-ce que justement c'est des gens qui voulaient arrêter de traire, qui ont continué mais qui n'étaient pas super performants? Parce que ce qui est quand même encourageant, c'est que moi je suis dans une COP où 500 producteurs, il n'y a aucune installation qui se fait de jeunes sans système robotisé. Donc on peut décrier tout le système, sauf que maintenant, même moi, en 2-3 ans, j'en suis persuadé, si on veut garder du lait, il faudra des robots, parce qu'autrement, il n'y aura personne. Mais comment vous expliquez en fait ce recouvrement? Et c'est qu'à un moment donné, ces gens qui ont fait plus de volume, qui ont des vrais pros, c'est quoi la différence? Oui, pour moi, c'est pas tant le robot, c'est que le robot, la caricature, le terme n'est pas bon, mais c'est l'exemple type de la voie volume, de la voie productivité. C'est un outil qui permet d'aller encore plus vite là-dessus, comme les chiffres le montraient. Et donc, cette voie volume se fait avec une consommation d'intrants supérieure. Et comme vous le savez tous, quand on cherche à produire, quitte à aller vers de l'achat plus important d'intrants, dans une conjoncture où le prix est intéressant par rapport au prix des intrants, comme en ce moment, c'est positif, et c'est pour ça que la courbe s'écarte de la moyenne des autres systèmes de traite, alors que dans la conjoncture 2015-2016, où on s'en souvient tous, c'était la crise du lait, un prix du lait sorti des quotas qui s'était effondré. Là, le ratio, l'intérêt du prix du lait par rapport au prix des intrants, par rapport à l'aliment, était bien moindre, même il y avait un effet ciseau entre les deux, et les exploitations qui étaient sur cette voie volume perdaient. Donc même, on aurait pu faire ces 2 courbes avec ceux qui avaient choisi le volume, avec ou sans robot, et les autres, et on aurait eu ces 2 courbes. Donc c'est pas tant le robot juste, il exacerbe le fait qu'on consomme généralement plus d'aliments, plus d'engrais, plus de maïs, plus de fioul. C'est des systèmes qui sont plus sur le volume avec plus d'achats extérieurs. C'est comme ça que j'explique les 2 courbes. Si je peux me permettre de compléter, en fait, les systèmes intensifs qui jouent la carte du volume, il y a beaucoup d'investissements, de la main-d'œuvre, ainsi de suite. C'est plutôt des systèmes qui tablent sur une faible marge. Enfin, ils ne tablent pas, ils ont plutôt des marges au millilitre assez faibles, contrairement aux systèmes autonomes moins productifs qui, eux, vont jouer sur la marge. Donc, en fait, 2015-2016, si vous avez 50 € de marge par 1000 litres et que le prix du lait plonge, on l'a vu le Danemark d'ailleurs, c'est l'image du Danemark sur ces années, si le prix du lait plonge, vous n'avez plus de marge. Par contre, dans des conjonctures favorables sur le prix du lait, comme vous en produisez beaucoup, même si vous avez une faible marge, vous êtes gagnant. Je propose qu'on va prendre des questions, les 3 questions qui restent, 3 ou 4 questions, et vous répondrez à la fin. Allez-y, monsieur. Oui, Didier Roisson de Serre France. Par rapport à la robotisation, ce qu'on constate dans nos analyses de groupe à nous, c'est que le gain de productivité est plutôt de l'ordre de 50 000 litres par unité de main-d'œuvre que les 100 000 litres que vous avez mis en avant là dans les systèmes que vous avez. Donc un peu moins de gain en moyenne sur la réalité sur des grands groupes, quoi.
Et puis la deuxième remarque, c'était par rapport à la différence de performance. Un élément qu'on retrouve très fort quand même, et qui est durable dans le temps, c'est l'écart sur les charges opérationnelles ramenées au millilitre, beaucoup plus que sur les charges de structure. Et ça pose quand même une interrogation sur la maîtrise technique des éleveurs, parce que le principal coût, on est sur 60 € au millilitre. Quand on regarde la moyenne d'écart entre les meilleurs et les moins bons, c'est 40 €, c'est des charges d'aliments. 10 € nous les derniers résultats, 10 € sur le coût des engrais, et puis 10 € millilitre sur les frais vétos, frais d'élevage. Mais c'est d'abord le poste aliment, quoi. Donc la technique. Oui. Oui, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste indépendant et Académie d'agriculture. Moi, j'ai une remarque et une question. La remarque, elle va complètement dans le sens de ce que disait Didier, pour avoir la chance de circuler un peu partout. Ces écarts de production, enfin de performance, on les retrouve dans toutes les productions, à peu près, croissantes, notamment les bonnes années, et on les retrouve dans tous les départements. Notamment en production laitière, on les retrouve dans tous les départements. Donc je pense qu'il serait intéressant de creuser l'origine de ces écarts, parce qu'ils vont croissant, et à l'évidence, il y a des questions de performance technique, comme le disait Didier. Je pense que ce serait intéressant de le creuser. Ma question, c'est sur les différents systèmes que vous avez montrés. Est-ce que vous avez mesuré le poids des aides PAC dans les différents systèmes, où évidemment, quand on est intensif ou quand on est des systèmes extensifs, les aides, notamment avec les aides de second pilier, ne sont pas les mêmes. Donc le poids n'est pas le même. Le poids relatif n'est pas le même. Et de le regarder également dans les autres pays européens. Ça me paraît extraordinairement important pour les années qui viennent, à l'aube d'une réforme de la PAC qui s'annonce extrêmement difficile. Ludovic ? On a vu sur la question de la robotisation, on se demande si Inosis est représentatif des producteurs de lait français. 1/5 des producteurs sont en robot, contre 1/3 chez les autres. Deuxième question, on a vu évidemment un écart de prix avec la France et l'Allemagne, qui on voit est à la faveur de l'Allemagne. Auparavant, on était plutôt sur une égale. Clairement, est-ce qu'il y a un problème de compétitivité de la filière laitière française? Est-ce qu'il y a un maillon de la filière qui faillit ou pas? Est-ce qu'il y a une question à côté? Oui. La dernière question. Oui. André Flemelin, un ancien de l'Institut. C'était un peu sur le message final de cette présentation, qui montre que dans le contexte, à la conjoncture actuelle, effectivement, le volume paye, et ce n'est pas surprenant, mais c'est quand même conjoncturel. Est-ce que ce prix du lait à plus de 450 € la tonne peut se maintenir à moyen terme, alors que les investissements type Provo sont des investissements à plus de 10 ans, mais modifient aussi le système fourrager, c'est-à-dire vers plus de maïs, plus de dépendance à l'extérieur. Donc quel est le message que l'on peut donner au niveau de l'Institut de l'élevage par rapport à ce genre de choix, sachant que les calculs que l'on donne, ce sont des calculs, des résultats technico-économiques, des résultats économiques sur le passé, qui n'intègrent pas encore beaucoup de coûts environnementaux qui sont à venir. Je vous laisse répondre à toutes les questions. Vous l'avez compris, nous on parle beaucoup d'économie, donc économiquement, et puis on a regardé ce qui s'était passé sur les 10 dernières années, avec une période quand même très très défavorable, on va dire, jusqu'en 2016, et puis une conjoncture qui s'est beaucoup améliorée jusqu'en 2024 pour le lait. Ce qu'on a livré, c'est des conclusions, c'est un constat, un regard fait sur les 10 dernières années. Alors, vu le temps imparti, on n'a pas pu regarder toutes les filières, tous les systèmes. Mais voilà, l'avenir, le prix du lait à l'avenir, le prix des concentrés, on peut estimer que 2025, on est quand même parti sur de bonnes bases en termes de prix du lait, en termes de concentrés, de charges qui rediminuent. Après, ça a été dit, il y a des interrogations notamment sanitaires, il y a des interrogations à l'export des produits laitiers. Voilà. Mais c'était vraiment un regard qu'on voulait porter sur ces 10 dernières années, parce que voilà, on a des échantillons constants, ça permet de regarder les trajectoires. Effectivement, Inosis
n'est pas représentatif des exploitations françaises, notamment en termes de revenus, puisqu'on sait qu'on choisit les exploitations pour leur performance. Par contre, la trajectoire, s'il y a 30% d'exploitations d'Ainosis qui ont mis un robot depuis 2014, pourquoi ça ne serait pas pareil dans les exploitations qui ne sont pas Ainosis? C'est quand même une tendance, ça a été dit. La robotisation. Bien, merci beaucoup. On applaudit les 3 intervenants.